vont pouvoir s'ajouter au fur et à mesure, mais on va pouvoir commencer, ne serait-ce que pour respecter un peu les horaires et pour, ceux qui sont arrivés, à l'heure. Donc merci à tous, de vous être joints à cette formation qui est donc, proposée par, le comité étudiant de l'Axe des maladies infectieuses et immunitaires et par Florian que voici, donc qui est un étudiant dans notre axe. Comme vous le savez, là, ça fait une bonne année là qu'on essaye, assez fréquemment de proposer des formations gratuites pour tous, sur différents logiciels qui pourraient vous être utiles à vous, étudiants, post-doc ou même employés, du centre de recherche. Si jamais, vous avez, des compétences particulières sur un logiciel ou si vous avez besoin d'une formation particulière qui pourrait intéresser à la fois vous, mais vos collègues, n'hésitez pas à nous envoyer un message à notre adresse mail, là, cami@chudquebec.elaval.ca et on pourra tout aussi bien organiser, une formation sur le logiciel, que vous avez besoin. Donc, comme vous l'avez pu le remarquer, l'enregistrement, a déjà démarré. Donc la formation est, enregistrée. Elle est disponible sur notre chaîne YouTube. Cependant, pour des raisons de propriété, on ne la met pas forcément en public. Donc si vous avez besoin de revoir cette formation ou de revoir une de nos autres formations, eh bien, vous pouvez aller, sur notre chaîne YouTube et demander à avoir accès à ces vidéos enregistrées-là. Vous pouvez aussi, lever la main et poser vos questions, librement. Là, c'est l'avantage de pouvoir être avec Florian. Il a fait aussi cette formation pour vous. Donc, si le but, c'est quand même que ça soit à votre portée, que ça soit, assez clair pour vous. Donc, n'hésitez pas à lever la main, n'hésitez pas à poser vos questions et si jamais vous n'osez pas prendre la parole, juste mettre un petit message sur le chat et nous, on posera la question directement à Florian. Donc je m'arrête là. Florian, c'est à toi. Très bien. Bon, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter assez succinctement le logiciel Inkscape. Donc, c'est un logiciel de dessin et plus particulièrement d'illustration. Donc, tout d'abord, donc voilà, c'est un logiciel d'illustration qui permet à la fois de faire de l'illustration artistique mais également technique. Donc, ce qui va plutôt nous intéresser aujourd'hui pour tout ce qui est schéma dans notre domaine. Donc c'est un logiciel de dessin vectoriel, donc ça a l'avantage de ce qui est utilisé en illustration, ça permet en fait de ne pas être limité par la résolution de votre document. Donc j'expliquerai un petit peu plus tard exactement ce que ça veut dire. Ça utilise un format ouvert qui est le format SVG qui va être reconnu par beaucoup de logiciels. Donc très peu de problèmes de compatibilité entre différents logiciels si vous voulez changer de logiciel pour importer vos documents. Et enfin, c'est un logiciel libre. Donc pour ceux qui connaissent, pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup les logiciels libres. Et je vais expliquer vite fait l'avantage d'utiliser des logiciels libres. Donc voilà quelques exemples d'illustrations qui ont été créées par Inkscape. Donc c'est pas moi qui ai fait ces illustrations là, c'est beaucoup trop complexe pour moi. Donc ça donne une petite idée. Donc ça c'est plus dans le domaine de l'artistique. Et dans le dessin technique ou scientifique, voilà, ça c'est un exemple d'illustration que j'avais fait pour un poster. Voilà, ça permet de faire vraiment n'importe quoi, tout ce que vous voulez. C'est très puissant comme logiciel. Donc j'ai dit que ça permettait de faire des images vectorielles. Donc faut savoir que en informatique, il y a deux manières en fait de créer des images, qui sont les images matricielles et vectorielles, raster en anglais pour matricielle. Donc en fait, une image matricielle, c'est une image qui est définie, comme son l'indique, par une matrice. Donc par exemple, si vous avez une image de 10 pixels de large pour 10 pixels de longueur, vous allez avoir en fait chaque cellule de votre matrice va correspondre à un pixel et à ce pixel sera associée une valeur de couleur. Donc, par exemple ici, ce pixel il va être gris-blanc, celui-ci un peu plus gris, celui-ci un peu plus noir. Du coup, c'est vraiment défini par des pixels et du coup la résolution de l'image en fait est limitée par le nombre de pixels. Donc c'est pour ça que quand on zoome sur une image, quand on zoome trop, on commence à vraiment voir les pixels et c'est assez moche si vous voulez faire des impressions grand format par exemple. L'avantage du vecteur, c'est que là, on passe pas on définit pas les pixels via une matrice, mais en fait, on passe par des coordonnées dans un plan. Donc, bon, c'est très mathématique. Ceux qui connaissent un peu les vecteurs doivent voir de quoi je parle. Mais du coup, en fait, chaque point est vraiment défini dans l'espace et l'image est calculée en temps réel par l'ordinateur. Donc, dès que vous zoomez sur l'image, en fait, l'ordinateur va recalculer l'image et ça permet de zoomer à l'infini. Pour un petit peu juste pour montrer à quoi ça ressemble, une image en fait SVG va être vraiment
coder. Ça ressemble à... Vous pouvez ouvrir votre image en fait avec un éditeur de texte et vous allez voir du code. Par exemple, là, on va voir que dans cet exemple-là, j'ai dit dessine-moi un cercle, donc un cercle qui est rempli de cette couleur. Donc ça, c'est du rouge en hexadécimal. Vous n'allez pas, faut pas vous inquiéter, il n'y a pas besoin de coder du tout en SVG, c'est juste pour expliquer comment fonctionne l'image, comment il est vu par l'ordinateur. Donc très rapidement. Donc, ce que vous ne pourrez pas voir en fait avec une image matricielle. Hop. Donc pourquoi utiliser Inkscape? L'avantage d'utiliser Inkscape, par rapport à d'autres logiciels d'illustration, vous connaissez probablement comme Illustrator. Et en fait, Illustrator, ça a fait la même chose qu'Inkscape, sauf que, comme vous le savez probablement, Illustrator, c'est une licence propriétaire payante. Donc pour le tarif étudiant, j'ai regardé, c'est 26 $ par mois. Donc en plus, il faut payer tous les mois, vous ne possédez pas le logiciel. Il utilise le format propriétaire .ai. Il peut cependant exporter en .svg, mais comme avec d'autres logiciels, par exemple les documents Excel que vous exportez, que vous importez dans d'autres logiciels, il peut y avoir des problèmes de mise en page, donc c'est pas le mieux. Illustrator est surtout destiné aux professionnels et personnellement je trouve que la prise en main est assez difficile, donc ça demande quand même une formation assez poussée en général. Et on trouve de nombreux tutoriels, c'est quand même un logiciel qui est très utilisé, mais ils sont très souvent payants. Vous allez trouver des tutoriels gratuitement, mais dès que vous voulez des fonctions poussées, ça va être plus falloir se tourner vers des tutoriels payants. Donc à l'opposé, Inkscape, c'est un logiciel open source qui est gratuit. Donc c'est-à-dire que le code source est ouvert et tout le monde peut participer au développement du logiciel. Il utilise le format .svg en natif. Il est capable de supporter plein d'autres formats. Vous pouvez importer notamment des documents Illustrator, mais il risque d'y avoir des problèmes de mise en page, comme je dis. Lui, il est destiné à la fois aux débutants, mais également à un public professionnel. Et il y a une très grande communauté autour du logiciel, avec de nombreux tutoriels gratuits. Et dès qu'il y a besoin d'aide, il y a plein de forums, vous pouvez poser vos questions. Il y a plein de gens qui répondront à vos questions. Donc, si vous n'avez pas déjà téléchargé le logiciel, vous pouvez aller sur le site de inkscape.org et dans l'onglet Download Current Version, vous pouvez télécharger la version pour votre système d'exploitation, donc Windows, macOS ou Linux. Hop. Un petit bug. Oups. Voilà. Et du coup, ça va être parti pour la pratique. Donc, je recommande aux gens d'utiliser une souris parce qu'avec un trackpad, ça va pas être évident. Mais vous pouvez quand même suivre vos trackpad. Donc voilà. Je vais changer d'écran. Si j'y arrive. Hop. Ok. Petit problème. Ouais, c'est bon. Hop. Donc voilà, là vous allez ouvrir le logiciel Inkscape. Je vais juste déplacer ça. Voilà. Donc la première fois que vous ouvrez Inkscape, il y a ce petit menu qui va apparaître. Donc, il commence sur prise en main. C'est vraiment l'écran de présentation. C'est la première fois que vous le lancez. Donc, personnellement, je vous conseille de tout laisser par défaut. Il n'y a pas vraiment besoin de changer ça. Là, sur le troisième onglet, c'est l'heure de dessiner, si vous l'avez en français. Il va vous demander le format de document. Alors ça, c'est pas forcément important au début, parce que vous pouvez modifier la taille de votre document quand vous voulez. Donc là, on va partir sur un format A4 de base. Peu importe, vous pouvez cliquer sur Nouveau document, ça vous ouvrira un format de base aussi. Hop. Donc là, on arrive sur le logiciel en tant que tel. Donc rapidement sur l'interface, il y a différents menus. Donc, vous n'aurez peut-être pas forcément les mêmes icônes que moi, mais vous devriez vous en sortir pareil. Non, je sais pas pourquoi. Ouais, donc sur la gauche, là, sur ce menu, là, ça va être les outils de base. Donc c'est un peu ce que vous retrouvez sur tous les logiciels d'illustration. Si vous avez déjà utilisé Illustrator, ça va être pas mal la même chose. Ici, c'est un menu qui va changer suivant l'outil que vous utilisez. Donc on verra ça après.
Et grosso modo, c'est à peu près ça. Donc ici, il y a la règle, donc, pour avoir les dimensions de vos objets. Et ça, en blanc, c'est le canevas, c'est le document, c'est là où vous allez dessiner. Donc pour la prise en main, très rapidement, donc normalement, vous devrez voir par ici les commandes que je fais avec ma souris et mon clavier. Donc pour se déplacer dans le document, vous pouvez maintenir la touche du milieu de votre souris pour bouger comme ça. Pour zoomer, c'est CTRL plus la roulette de la souris. Vous pouvez aussi zoomer avec les touches plus et moins si vous préférez. Et voilà, en gros, c'est se déplacer, zoomer, c'est un peu les outils que vous utilisez toujours, les commandes que vous utilisez toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Déplacement, outil de base, oui. Donc je vais rapidement vous montrer les outils de base. Donc l'outil qui est par défaut, c'est l'outil de sélection. Donc là, c'est la souris en fait. Il y a les outils pour faire un carré, donc ça c'est vraiment très basique. Hop, vous pouvez faire avec moi, hop, un carré. Le cercle. Et ensuite le carré, en fait, donc, quand vous sélectionnez un objet, il faut bien sélectionner la bordure. Là, vous voyez, si je vais à l'intérieur, ça va pas le sélectionner, ça sélectionne vraiment la bordure. En fait, quand vous sélectionnez une fois, vous avez ces doubles flèches qui apparaissent, donc qui permettent en fait de changer la dimension de votre objet. Donc si vous prenez sur un angle, bah, ça va agrandir l'objet suivant l'angle. Ici, ça va être sur la largeur, sur la hauteur, etc. Donc si vous recliquez une deuxième fois pendant votre objet sélectionné, ça va changer les flèches. Là, vous avez des doubles flèches qui permettent en fait de tourner l'objet. Voilà. Ce qui est très utile aussi, c'est, par exemple, si vous voulez faire une rotation, en fait, quasiment tous les outils dans Inkscape, si vous gardez la touche CTRL enfoncée en faisant une opération, ça va contraindre. C'est-à-dire, par exemple, là, si je garde CTRL enfoncé en faisant une rotation, ça va contraindre par incrémentation de 15 degrés, je crois. Donc là, par exemple, si je veux le mettre à 90 degrés parfaitement, bah, là, ça me l'aligne parfaitement sur 90 degrés. Petite base, oui. Après, ce qui va être utile, c'est, je vais ouvrir un petit panneau. Donc, je vous conseille de faire la même chose, c'est pour avoir des outils à porter assez rapidement. Notamment quand vous allez dans l'onglet Objet, il y a le fond et contour. Donc quand vous allez l'ouvrir, ça va vous ouvrir un petit panneau sur la droite. Et ça, en fait, ça va être très pratique pour gérer le fond de l'objet et son contour. Donc, je vais expliquer juste après. Florian, Oui, je me permets juste de t'interrompre 2 minutes, juste pour m'assurer que les gens aient le temps aussi de faire tous tes exemples que tu montes actuellement et de voir s'il y a des gens qui sont déjà bloqués ou c'est des gens qui ne ouais, savent pas comment faire ce que tu as déjà expliqué, parce que vu que c'est la base, il faudrait s'assurer que tout le monde l'ait. ouais. J'avais une question. Moi, typiquement, la première fois que j'ai fait le rectangle, c'était tout noir. Alors, je sais pas si toi, tu as fait quelque chose en particulier pour que ça soit blanc avec juste le contour noir? Ouais, ça c'est parce qu'en fait, le logiciel il va garder les précédents paramètres. Donc moi, bah, la dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai fait un carré sans remplissage. Donc ça c'est en fait les outils, c'est ça. Le menu que je viens d'ouvrir, en fait, fond et contour, ça permet de gérer le contour et le fond de l'objet. Donc là, par exemple, ici, vous pouvez faire un fond. En fait, si vous cliquez sur il y a un fond qui va apparaître. Donc là, c'est de couleur noire de base. Et vous pouvez modifier la couleur. Par exemple, la rouge. Donc ici, de base, je sais plus lequel y met. Moi, je me mets en RGB pour changer les couleurs de ce menu. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi, je préfère RGB, ça permet de modifier le rouge, le vert et le bleu. Donc, si vous avez déjà fait des couleurs sur n'importe quel logiciel, vous ne devrez pas être perdu. Donc voilà, là j'ai mis un fond, et en fait, si on appuie sur la croix blanche, juste ça le supprime. Donc, il n'y a plus de fond. Et pareil pour le contour, je peux supprimer le contour. Donc là, l'objet est totalement transparent. Et si j'appuie sur ça, ça fait un aplat. Puis pareil, je peux modifier les couleurs de mon contour. Donc voilà, magnifique vert. Et après, Nous c'est avons, pour... on a une main levée de Josiane. Ah.
Oui. Oui, moi, de mon côté, là, si je prends le carré, par exemple, là, ça fait juste un carré avec des pointillés. C'est qu'est-ce que je dois faire de plus? J'ai dû manquer une étape, là. Un carré avec des pointillés, c'est-à-dire? Ça fait des petits traits. Ça fait qu'il n'est pas noir complet comme toi, là. Si je clique à côté, mais tu sais, il disparaît, là. J'ai comme Ok, bah, un- si tu cliques dessus, normalement, là, il devrait être sélectionné. Puis est-ce que tu as le menu fond et contour? Oui, je l'ai installé. Bah, là, si dans contour, est-ce que c'est la croix qui est sélectionnée ou c'est l'aplat, le carré plein ici? Un petit peu, je vais essayer de le changer. OK, là, c'est beau. J'ai changé le contour, puis je suis correct. Merci. Ok, ouais, parfait. Où en étais-je? Oui, donc pour le fond, c'est pareil, ça j'ai montré. Donc après, vous pouvez jouer là sur des dégradés, mais bon, je vais pas parler de ça aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'était pour les formes de base. Donc le cercle, c'est pareil. Donc toutes les formes que vous créez dans Inkscape, vous pouvez modifier le contour et les remplir. Donc un autre outil qu'on va ouvrir, ça va être toujours dans Objet, c'est le dernier, aligner et distribuer. Donc ça va être très pratique. Et vous voyez qu'il y a un nouvel onglet qui s'ouvre dans ce menu. Donc là, vous pouvez revenir au fond et contour. Ici, aligner et distribuer. Donc là, pour ce petit exercice, donc je vais effacer les formes que j'ai fait. Et je vais faire on va dessiner un faux gel d'agarose. Donc pour ça, on va prendre le carré, on va faire le contour de notre gel. Donc là, vous faites ce que vous voulez. Voilà, un rectangle. Hop. Donc en vert, c'est moche, donc je vais le faire en noir. Voilà. Aussi, là, quand vous appuyez sur échappe, ça désélectionne l'objet, puis ça vous... si vous appuyez, ou deux fois sur échappe, là, dans le cas. Enfin, vous pouvez appuyer sur échappe pour désélectionner et récupérer l'objet de sélection, l'outil de sélection. Donc là, on a notre gel. Puis on va faire le ladder. Donc là, je vais prendre un petit carré. Donc, je vais zoomer. Là, je vais dessiner un carré comme ça, un rectangle comme ça. Donc là, on va ne pas lui faire de contour. On va enlever le contour et on va mettre un fond. Bon, là, c'est rouge. On va le mettre noir aussi. Florian, on demande pour les personnes qui n'ont pas de souris, comment on fait pour zoomer, ceux qui ont des trackpads? Bah, si ça reconnaît il y a des trackpads, on peut faire avec deux doigts. Puis si vous gardez CTRL enfoncé et que vous utilisez deux doigts, ça devrait zoomer, dézoomer. Sinon, vous pouvez utiliser les touches plus et moins de votre clavier, comme ça. Merci beaucoup. Ouais, donc là j'ai fait un rectangle noir. Donc là on va pouvoir le dupliquer. Donc c'est comme avec n'importe quoi, c'est CTRL-C, CTRL-V. Donc sur Mac c'est pomme-C, pomme-V. Donc c'est copier-coller. On va en faire plusieurs. Donc à chaque fois que vous faites CTRL-V, ça en recrée un nouveau. Donc là on va vouloir les aligner. Donc ce qu'on fait, en fait, on va faire un carré de sélection, donc avec l'outil sélection. Donc si vous avez un objet sélectionné, appuyez sur échappe pour revenir à l'outil de sélection. Vous faites un carré de sélection comme ça et vous sélectionnez bien tous les objets. Il faut bien qu'ils soient entourés par le carré de sélection. Et là, vous voyez, on sélectionne tous les rectangles. Donc là, normalement, dans le menu que vous avez ouvert, donc aligner et distribuer, vous allez sur ça, et là, il va y avoir plein d'options. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer rapidement. Là, ce qu'il faut voir, c'est que le logiciel, lui, va aligner les différents objets relativement à autre chose. Donc par défaut, je pense qu'il doit mettre sur relativement à la page. Et moi, ce que j'utilise, c'est relativement au dernier objet sélectionné. C'est-à-dire que le dernier objet qu'on a sélectionné, il va se baser sur ça pour l'aligner. Par exemple, si je prends lui, oui, pour faire une double sélection, ça j'ai pas expliqué. Donc si vous avez un objet, mais vous voulez en sélectionner un deuxième, là vous allez enfoncer, garder la touche Shift enfoncée et sélectionner le deuxième objet. Là vous voyez que ça en sélectionne deux. Donc on sélectionne le premier, Shift, et on sélectionne le deuxième. Et là ce qu'il va faire, quand je vais vouloir aligner ces deux objets,
Donc, il va aligner mon premier objet sélectionné par rapport au dernier, parce que j'ai sélectionné relativement à dernier sélectionné. Puis là, vous avez plusieurs options. Donc là, moi, je vais utiliser ça, centré selon un axe vertical, et vous allez voir qu'en cliquant dessus, voilà, ça aligne les deux objets. Donc là, vous pouvez faire ça, en fait, vous pouvez tout sélectionner, hop, et sélectionner centré selon un axe vertical, et là, ça sélectionne ça aligne tous vos rectangles. Donc voilà, on a le ladder. Donc maintenant, on va faire toujours dans CTRL-C pour copier l'objet, CTRL-V. Hop, on va faire une troisième ligne. Puis là, vous voyez que notre gel il est un peu petit pour les bandes. Donc, je vais juste agrandir légèrement, comme ça. Puis là, on peut déplacer. Par exemple, on va dire que c'est, je sais pas moi, un plasmide digéré, le non digéré. Donc, voilà. Puis là, si on va aligner toujours, on sélectionne les deux, aligner. Et maintenant, si on veut que ce soit parfait, on va vouloir que nos trois colonnes soient parfaitement distribuées, que l'écart entre cette colonne, celle-là et celle-là soit le même. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toute cette colonne et il va falloir faire dans Objet, Grouper. Donc ça, en fait, ça va permettre de grouper tous les objets ensemble. Sinon, il y a le raccourci CTRL-G. Donc là, maintenant, mon objet, il est considéré comme un seul objet un peu. Donc c'est-à-dire quand je peux sélectionner n'importe quelle bande, ça va me sélectionner tout l'objet. Donc là, je peux le déplacer. Et je vais faire pareil avec ces deux bandes. Pardon. On sélectionne les deux avec Shift et après Objet, Grouper. Là, ça va me permettre de sélectionner mes trois colonnes. Donc la première, la deuxième toujours avec Shift et la troisième avec Shift également. Là, on sélectionne les trois colonnes et on va les distribuer de manière égale. Donc là, vous avez le petit onglet distribuer. Il y a différentes options. On va utiliser celle-là. Non, il y a un petit menu qui apparaît. Bon, c'est pas grave. Ça va distribuer en fait également les trois colonnes. Donc là, vous voyez normalement l'espace entre cette colonne et celle-là, et celle-là et celle-là est exactement la même. Ça, c'est vraiment pour faire de l'alignement et de la distribution d'objets. Donc voilà, là on a notre gel, notre magnifique gel. Maintenant, si on veut, on va vouloir l'annoter. Donc là, il y a l'outil texte. Ou le petit texte, vous appuyez dessus, puis là, vous pouvez taper du texte. Donc par exemple, je sais pas, 100 BP. J'aime bien mettre un petit moins après. Donc là, on va pouvoir, vous pouvez le déplacer avec la souris. Puis là, vous pouvez copier le texte, le coller avec CTRL-V. Puis là, si vous double-cliquez dans le texte, ça vous permet de rééditer votre texte. Donc, on peut juste changer le 1 en 2. On peut faire ça on va en faire juste 3. Hop. Puis là, quand vous sélectionnez le texte en double-cliquant, là, vous pouvez modifier la taille de votre texte. Donc ici, vous pouvez changer la police. Vous pouvez mettre en gras, italique, etc. Et changer la taille de votre police. Donc là, vous avez le choix, soit vous décidez de la taille de votre police en pixels, soit en millimètres, points. Par exemple, les polices dans un logiciel de traitement de texte, ça va être plus c'est des points, il me semble. Donc si vous préférez, vous êtes plus à l'aise avec, je sais pas moi, du Arial 12, vous pouvez le mettre en points. Moi, je préfère rester en pixels personnellement. Puis là, par exemple, si c'est trop grand, on peut le réduire à 36, voilà. Puis pareil pour les autres. Hop. Là, vous prenez l'outil de sélection, puis là, on va tous les aligner. Donc, on sélectionne tout, comme ça. Puis là, vous pouvez aligner. Maintenant, on ne veut pas forcément qu'il soit... Je vais en mettre un qui fait une taille plus grande que les autres, sinon ça permettra de mieux comprendre. On va mettre par exemple 1000, ou 3000. Hop. Donc là, on aimerait les distribuer tous, mais de manière à ce qu'ils soient tous alignés, mais sur la droite. Là, vous allez tous les sélectionner, pareil. Puis en fait, au lieu de faire aligner selon un axe vertical, on va l'aligner là, aligner les bords droits.
Voilà, ça permet de tout aligner sur une ligne comme ça, ce qui est un peu plus joli. Puis après, vous pouvez jouer, vous pouvez aussi sélectionner votre objet, et en fait avec les flèches de votre clavier, comme ça, flèche haut, flèche bas, ça permet de bouger l'objet que sur le haut ou le bas, donc ça permet de pas décaler l'alignement. Voilà. Par exemple. Puis là, vous pouvez refaire un texte pour la légende, par exemple. Avec le ladder. Puis là, pareil, toujours comme avec le carré et le cercle, vous pouvez appuyer une fois, une deuxième fois. Puis là, vous pouvez tourner votre objet, donc, si vous préférez faire comme ça. Donc voilà, je pense que ça sera tout pour le premier exemple. Orientation texte, je pense que j'ai tout ce que j'avais à dire. Donc si jamais il y a des questions sur cet exercice, il y a des gens qui n'ont pas réussi. Moi, j'ai une question. Lorsqu'on clique sur le A justement pour faire un texte et que le Oui. texte est tout petit de base, c'est où déjà qu'il faut pour augmenter la police ou pour du moins l'agrandir? Ouais, alors là, bah, si je fais un texte par exemple, il y a juste à... Ici, là, il y a la taille du texte. Donc si c'est tout petit, tu peux le mettre à 40 pixels par exemple. Là, normalement, ça doit être assez gros. Par exemple, là, si là, je me mets en 4, là, c'est tout petit. Là, il y a juste à changer ça. Donc. Est-ce que c'est clair? C'est très clair, merci beaucoup. J'attends de voir s'il y a d'autres personnes qui ont des questions sur l'exercice que tu viens de faire ou qui sont bloquées quelque part. N'hésitez pas à lever la main ou à prendre directement la parole. Ça a l'air bon. Je vais passer au deuxième exercice. Enfin, c'est pas vraiment un deuxième exercice, c'est plus... on va changer les couleurs de nos bandes. Tu as une question de Josiane. Oui. Oui, excuse-moi, j'étais en train d'écrire du texte et tout ça, puis là, je me rends compte que ça écrit toujours en double. Je sais pas, c'est comment que j'ai... Par défaut, c'est comme ça. Tu sais, comme avec un S, avec... je sais pas comment expliquer ça. C'est-tu ombré, pas ombré, mais tu sais, avec un relief. Ouais, d'accord. Ça se peut que là, donc si tu sélectionnes le texte et que tu vas dans fond et contour, alors de base, normalement, le texte, il est pas censé avoir de fond, mais parfois, il en met un. Non, c'est plutôt, il est pas censé avoir de contour, mais il a un fond, et parfois, s'il met un contour, puis qu'il est pas vraiment de la même couleur, est-ce que ça serait un effet un peu comme ça? Que ça se peut que ça fasse quelque chose comme ça? Fait que c'est dans fond et contour que je vais trouver ça. Je Ouais, te confirme, Josiane, parce que moi, j'avais la même chose et j'ai juste mis un fond noir. ouais. Ça a En fait, fonctionné. faut supprimer OK. le contour s'il y en a un. Faut juste mettre la croix blanche, puis là, non, il n'y a plus de problème. Hello, merci. Donc très bien. Donc il y a juste une petite fonction que je trouve très pratique. Ça va être, on va changer les couleurs de ces bandes là. Par exemple, on va les mettre en, ouais, alors là, on va les mettre en rouge. Et celle-là, on va la mettre en vert. Allez. Puis, je vais copier plusieurs fois la bande verte. C'est pas très grave, c'est pas aligné. Donc c'est juste pour montrer une fonction assez pratique. C'est que si vous sélectionnez votre objet rouge, que vous faites clic droit, sélectionnez même, fond et couleur et contour. Enfin là, attends, pardon, d'abord il faut dégrouper ces deux objets, sinon ça va pas marcher. Donc objet, dégrouper, là c'est juste pour les séparer. Puis là en faisant clic droit, sélectionner même fond et contour, voilà, c'est sélectionner en fait tous les objets qui ont la même couleur et le même contour. Donc, ça peut être assez pratique pour modifier des graphiques, notamment si vous avez, j'ai un petit exemple là par exemple, si vous avez, c'est juste pour montrer rapidement. Donc, voilà, si vous avez un graphique avec plein de barres et que vous voulez modifier par exemple toutes celles-là, ce
En fait, vous pouvez exporter des graphiques depuis Excel en SVG normalement, si jamais ça vous intéresse. Quand vous avez un graphique, je crois que vous devez faire clic droit, enregistrer en image, ça doit être quelque chose comme ça, et vous pouvez mettre le format SVG puis l'ouvrir avec Inkscape. En général, quand vous faites ça, votre document il va être tout groupé. Donc ce qu'il faut faire là en fait, c'est sélectionner le document, objet dégroupé. Puis là, vous voyez que on peut sélectionner chaque objet individuellement après ça. Donc là, dans l'exemple où vous voulez par exemple modifier juste en fait toutes les barres jaunes, vous allez faire clic droit, sélectionner même fond et contour, et là vous retrouvez, vous allez sélectionner tout ce qui était jaune en fait. Donc ça permet après, donc si je mets mon fond et contour, de changer la couleur de toutes mes barres jaunes en même temps. Donc, si je veux qu'elles soient, je sais pas, voilà, rouge foncé, rouge bordeaux un peu. Voilà. Donc ça c'est vraiment, c'est assez utile je trouve ouais, pour modifier des graphiques. Puis vous pouvez tout modifier sur le graphique là si vous voulez changer la police, la taille des lignes, vous pouvez vraiment tout modifier, c'est très pratique. Vous pouvez rajouter vos étoiles, vos barres, les comparaisons entre deux conditions, c'est assez puissant. Donc, pas besoin d'enregistrer. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas dit qui est très important, c'est qu'il faut toujours enregistrer très souvent ces documents, parce que sinon quand il y a un problème, si ça bug, bah, vous perdez tout. Donc, juste pour enregistrer ces fichiers, enregistrer sous, et bah, vous enregistrez votre document. Vous avez ce menu qui apparaît, il y a juste à faire, vous mettez le nom de votre je sais pas, test, et vous enregistrez. Puis le raccourci clavier CTRL-S, il permet de sauvegarder le document en cours, et c'est quand même très pratique. Moi j'ai tendance à sauvegarder dès que je fais une modification, pour être sûr de rien perdre. C'est valable pour tous les logiciels. Aussi le raccourci CTRL-Z fonctionne très bien pour revenir en arrière, et CTRL-Z qui permet de revenir en avant. Donc ça c'est pareil dans quasiment tous les logiciels. Donc maintenant, on va faire un... On en a combien là? Ça, on a le temps. Faire un petit exercice. Donc bon, je vais tout sélectionner et supprimer avec la touche Supr. Et on va faire un exemple où je vais faire un cercle. Donc là, vous voyez, ça garde la couleur que j'ai utilisée, donc c'est le vert. Puis avec le cercle, en fait, si vous voulez faire un cercle parfait, parce que là, bah, je peux faire des ovales, mais si je veux vraiment faire un cercle parfait, je vais garder la touche CTRL appuyée. Et en fait, ça permet de contraindre pour avoir un cercle parfait. Donc, hop, donc là j'ai un cercle. Je veux pas qu'il soit rempli, je veux juste faire un contour noir. Voilà. Après également dans style du contour, si vous cliquez dessus, ça vous permet de modifier l'épaisseur de votre trait. Vous voyez, si j'augmente, bah, ça augmente l'épaisseur du trait. Par exemple, on va partir sur 1 mm, c'est très bien. Et là, je vais vous montrer une petite technique qui permet en fait de distribuer un objet autour de ce cercle. Donc, ça peut être pratique pour faire des illustrations. Donc là, on va faire un virus très basique. Donc, vous allez faire comme moi. Donc, vous allez prendre l'outil texte et vous allez faire un T. Donc là, par exemple, il est tout petit. Donc je peux le faire modifier sa taille. 40, peut-être un peu plus. 48, voilà. Donc là, j'ai mon T. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais distribuer le T autour du cercle de manière à faire comme des récepteurs sur un virus. Donc là, c'est une fonction un peu avancée de Inkscape. Donc vous allez sélectionner votre cercle. On va aller dans chemin. Et là, c'est effet de chemin. Donc là, il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît ici. Et il y a un petit plus là. Donc ça permet de faire plein d'effets sur nos objets. Et on va en faire juste un aujourd'hui, parce que il y a plein de possibilités, mais ça serait trop long sinon. Donc là, vous faites ajouter un effet de chemin. Et là, vous retrouvez que ce menu où il y a plein d'options. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est motif suivant un chemin. Donc si jamais vous ne trouvez pas, vous pouvez taper motif. Et là, ça va juste vous afficher les options qui contiennent le mot motif. Donc là, vous cliquez dessus. Puis là, ça vous ouvre ce menu.
Donc là, ce qu'il va falloir faire, ça va être, maintenant, on va sélectionner le T, le copier avec CTRL-C, resélectionner le cercle, et maintenant, on va utiliser ce petit, on va appuyer sur cette icône qui est liée au chemin contenu dans le presse-papier. Donc là, en fait, il mémorise ce que vous avez copié, et vous cliquez dessus. Et là, ça devrait faire un effet bizarre, mais c'est normal. Donc là, on appuie. Hop, là, ça fait quelque chose de bizarre. En gros, il va élargir le T sur un cercle. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va copier le motif. Puis là, il y a plusieurs options. Donc là, il s'est mis de base, il est en unique étiré. Si vous le mettez en répété, là, il répète le T. Donc là, c'est assez moche. Si on fait répéter étiré, il va faire en sorte de vraiment fermer le cercle. Voilà. Puis là, il va falloir jouer en fait avec l'espacement. Donc là, si vous modifiez l'espacement, vous voyez que ça va séparer nos T. Vous pouvez le taper manuellement. Enfin, je pense que 15, ça doit être pas trop mal. Ouais, voilà. Donc là, vous imaginez un peu juste les récepteurs, mais on a perdu le cercle. Mais ça, c'est pas trop grave. Donc ce qui est marrant aussi, c'est que si vous sélectionnez le T et que vous modifiez votre T, par exemple si vous l'agrandissez, ça se répercute sur notre schéma. Donc, si on veut des récepteurs plus grands, pareil on peut l'orienter, ça fait des effets assez marrants. Donc là vous pouvez toujours modifier vos contours et remplissage. Donc là par exemple si on veut peut-être que ce soit un peu moins épais, voilà. Puis là, maintenant, on va vouloir que les récepteurs ils soient autour d'un cercle. Donc là, je vais faire un nouveau cercle. On dézoome. Pareil, là, je garde CTRL appuyé pour faire un cercle parfait. Je vais sélectionner le cercle. Je vais à peu près le centrer. Enfin, c'est pas très important. Puis là, on va utiliser la fonction aligner pour le centrer parfaitement. Donc là, on va sélectionner notre cercle, nos récepteurs. Donc dans aligner, là, on va à la fois aligner selon un axe vertical et selon un axe horizontal. Donc là, ça le met parfaitement au centre. Ensuite, là, on veut que notre cercle il touche les récepteurs. Donc pour ça, on va prendre notre cercle. Vous voyez là, si je l'agrandis, ben, ça va l'agrandir, mais sur le coin droit, en fait. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il s'agrandisse suivant son centre. Donc là, on va utiliser la touche Shift. Puis là, on Florian, va... est-ce que tu peux juste répéter comment aligner pour ceux qui ont pris un peu de retard? Ouais, bah là, par exemple, le cercle. Là, on va sectionner notre cercle. Avec la touche Shift enfoncée, on sélectionne les récepteurs. Puis là, dans ce menu aligner et distribuer, on va aligner à la fois sur l'axe vertical et le deuxième juste en dessous, axe horizontal. Là, ça le centre parfaitement. Donc là, vous avez sélectionné le cercle. Et en fait, quand vous appuyez sur Shift, ça agrandit le cercle suivant son centre. Si je garde pas Shift appuyé, ça fait que ça l'agrandit comme ça. Ça permet de l'agrandir selon le centre. Vous voyez, ça va pas le contraindre en cercle, donc il faut en plus garder CTRL appuyé pour contraindre le cercle. Là, ça permet d'agrandir le cercle suivant son centre et également de garder la forme d'un cercle parfait. Là, vous pouvez ajuster par là. Hop. Donc là, voilà, ça fait, vous obtenez une espèce de schéma très basique d'un virus. Donc, puis vous pouvez jouer encore une fois là dans fond et contour. Vous pouvez, dans style de contour, agrandir. Voilà, c'est que c'est un peu plus épais. Puis vous pouvez faire pareil avec les récepteurs. Vous pouvez mettre un fond. Voilà, si vous préférez comme ça. Puis vous pouvez toujours jouer en sélectionnant les récepteurs. Si vous retournez sur cet onglet effet de chemin, là vous pouvez toujours vous amuser avec pour modifier l'espacement. Si on met plus d'espacement, voilà. Vous pouvez vous amuser à jouer avec tous les paramètres, vous verrez à peu près ce que ça fait. Donc après c'est selon vos envies. Puis voilà, je pense pour cet exercice, ça sera tout. Donc s'il y a des questions, c'est le moment.
Pas Pour tes l'impression. Comment? C'est bon? Oui, j'ai juste une question. Tu veux des Ouais. questions en général ou sur cet exercice? Ou tu vas faire un autre exercice après? Voilà, il y a un dernier exercice rapide, donc si tu as des Ok. questions pour après. Oui. Ouais, on va passer au suivant, ça va être assez rapide. Donc là, je supprime. Donc ça, vous sélectionnez tout avec un carré de sélection. Il y a aussi le raccourci CTRL-A qui permet de tout sélectionner. Ok, on supprime avec supr. Donc là, rapidement, je vais juste montrer une petite fonction. Donc là, on va faire un ovale à peu près. Je vais supprimer le fond et mettre le contour, c'est bon. S'il n'y a pas de contour, ajoutez-le ici. Puis là, ce qu'on va faire, c'est que là, on a notre cercle sélectionné. Et il y a une chose que je n'ai pas montré, mais donc si vous recliquez sur le cercle une fois, deux fois, pardon, double-cliquez, pardon. Si vous double-cliquez, voilà, il y a ces petits, ils appellent ça des poignées, il y a ces poignées qui apparaissent. En fait, ça permet de modifier plus finement votre objet. Donc là, si je prends lui, si je clique dessus et que je le bouge, voilà, ça permet de faire des sortes de camemberts. Ça peut être utile pour créer des formes particulières. Donc suivant vous mettez la souris dans le cercle, ça va pas faire le même effet. Là, si je suis à l'intérieur du cercle, ça fait ça. Si je suis à l'extérieur, ça me fait plus un camembert. Et puis si vous voulez revenir au cercle original, il faut cliquer ici. Transformer en ellipse pleine. Là, ça remet le cercle tel qu'il était. Donc ça permet de modifier, voilà, juste la hauteur et ici la largeur. Donc là, notre objet Inkscape, il le considère comme étant un cercle. Et ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est pouvoir le modifier plus finement. Donc pour cela, avec l'objet sélectionné, on retourne sur la sélection, ici. Puis en fait, il faut dire à Inkscape que notre objet, il faut le transformer en chemin, en fait. Et vous allez voir pourquoi. Donc là, si je vais dans... j'ai l'objet sélectionné, je vais sur chemin, et j'appuie sur objet en chemin. Là, vous avez l'impression que ça n'a rien modifié. Et maintenant, si je double-clique dessus, les poignées ont changé. Et en fait, ça, c'est les points qui définissent en fait les coordonnées de notre cercle. Donc là, on va pouvoir les modifier vraiment très finement. Donc là, vraiment, si je la bouge, vous voyez que je peux complètement changer la forme de mon cercle. Donc pareil, si je garde la touche CTRL enfoncée, quand je fais ça, ça va contraindre que dans une direction. Donc là, ça permet de garder le point au centré. Par exemple, si je vais à gauche, à droite, vous voyez que ça force en fait de garder une ligne horizontale. Florian, vu que c'est une étape importante pour l'exercice qui va arriver, est-ce que tu peux juste remontrer comment tu as fait pour augmenter les points, s'il te plaît? Ou alors là, je fais un cercle. Juste avec notre cercle sélectionné, il faut aller dans chemin et objet en chemin. Puis là, si vous recliquez dessus, alors soit vous pouvez cliquer dessus, double-cliquer comme ça, vous avez les points qui apparaissent. Sinon, vous pouvez utiliser cet outil aussi, qui est éditer les nœuds ou les poignées de contrôle d'un chemin. Et quand vous avez ça de sélectionner, et que vous sélectionnez la ligne en fait du cercle, hop, ça va faire directement apparaître ces fameux points, ces poignées. Donc là, après, vous pouvez les bouger comme vous voulez, vous pouvez faire des formes, je sais pas, par exemple. En fait, suivant, vous pouvez jouer avec la position des points, puis ça permet de créer des formes très complexes. Puis là, vous avez que 4 points, donc ce qui limite pas mal les options. Donc ce que vous pouvez faire, si vous voulez créer des formes plus complexes, ça va être d'ajouter des points en fait sur votre forme. Pour cela, il y a un outil qui permet en fait de générer un nouveau point, mais seulement entre deux points déjà existants. Donc pour cela, vous allez sélectionner 2 points. Donc vous cliquez sur un point, donc là on voit qu'il est sélectionné. Puis avec la touche Shift qui permet de sélectionner un autre point, gardez Shift enfoncé, appuyez sur un deuxième. Voilà, maintenant vous avez 2 points sélectionnés. Puis ici vous avez différentes options, et celle-là en fait, vous voyez, insérer de nouveaux nœuds au milieu des segments sélectionnés. Là ça permet de créer un nouveau nœud. Là vous voyez qu'il y a un nouveau point qui est apparu. Donc là j'avais 4 points, maintenant j'en ai 5, et puis ça me permet de créer des formes plus complexes.
Puis vous avez peut-être remarqué, il y a des espèces de poignées ici de chaque côté des points. Et vous pouvez jouer avec aussi pour ça modifie un peu l'angle du point. Donc, suivant comment vous déplacez la souris, ça permet de faire des formes plus ou moins complexes. Donc là, après, c'est vraiment à vous de jouer avec ça. C'est peut-être un peu difficile à prendre en main au début, on ne comprend pas forcément ce que fait tout. Il faut vraiment jouer avec pour comprendre un peu à quoi sert, comment créer la forme qu'on veut. Là, je fais un peu n'importe quoi, mais vous pouvez vraiment faire si vous voulez faire, je sais pas, un parasite, un organe, enfin, vous pouvez vraiment décider ce que vous voulez comme ça. Voilà. Ici, il y a d'autres options pour les points. Donc, si vous sélectionnez un point, cette option permet en fait d'arrondir le point, l'angle en fait. Vous allez voir, là j'ai mon point aligné. Si j'appuie sur ça, voilà, ça va le courber un peu. Donc ça, si vous voulez des lignes plus courbes. Ça, je vous conseille vraiment de jouer avec toutes les options pour obtenir les formes que vous voulez. C'est un peu dur à expliquer comme ça, faut vraiment essayer puis tester toutes les options. Donc voilà, ça c'est vraiment sur l'édition complexe des formes. Puis une autre option qui est très pratique. Donc là, vous avez des formes de base. Donc on va revenir aux formes de base. Donc par exemple, là j'ai mon espèce d'œuf. Et je vais faire un carré. Pareil là, si vous appuyez sur CTRL, ça va contraindre pour faire un carré parfait. Donc peu importe, bon, je vais faire un carré. Puis là, par exemple, j'ai envie de fusionner ces deux objets ensemble. Donc, vous allez voir ce que je veux dire. Par exemple, j'ai envie d'avoir une forme comme ça. Mais j'ai envie que les deux objets n'en forment plus qu'un. Donc je veux dire, vous pouvez les grouper. Donc objet groupé. Donc là, ça permet de sélectionner, en sélectionnant un seul objet, en fait, lui, il considère que c'est un seul objet. Mais il y a toujours ces deux objets sont toujours plus ou moins uniques. Donc, je peux toujours les dégrouper, donc, ce qui permet de les séparer. Et si je veux vraiment les fusionner, donc, par exemple, je vais les aligner tout d'abord. On prend les deux objets, aligner et distribuer. Je vais aligner selon un axe vertical, comme ça. Et ce que je vais pouvoir faire là, c'est dans chemin, je vais pouvoir les unir. Donc union. Vous cliquez sur union et vous allez voir ce que ça fait. Hop. Et là, ça crée vraiment une forme unique. Donc là, à partir de ça, en fait, vous pouvez, à partir de formes simples, vous pouvez créer des formes assez complexes. Et c'est notamment ce que j'avais fait sur l'illustration que je vous ai montré au tout début. Voilà, ça. Sur ça, par exemple, ces formes-là, j'ai créé un cercle et j'ai rajouté un espèce d'ovale. Et j'ai juste fusionné les deux formes, ça m'a permis de donner ça. Donc voilà, je pense que c'est un peu les bases d'Inkscape. Puis là, vous pouvez rajouter d'autres formes. Moi, je vais faire n'importe quoi, mais hop. Donc si je sélectionne les deux encore, je peux encore faire chemin, union. Puis voilà, donc, petit à petit, on peut créer des trucs assez complexes. Voilà, je pense que c'est un peu les fonctions de base du logiciel Inkscape. Donc maintenant, si vous avez des questions sur les exercices ou plus des générales, ben, c'est le moment. Moi, j'avais une question. Oui. Pour pouvoir, par exemple, faire le chemin union entre... Là, j'avais fait, moi, 3 cercles. Ouais. Il faut les grouper d'abord forcément et ensuite faire Ah, y a pas l'union. besoin de les... Non, il n'y a pas besoin de les grouper. Là, vraiment, si je fais un cercle, un deuxième, puis là, je sélectionne les deux. Donc là, ils sont pas groupés, hein, je peux les sélectionner séparément. Donc, je sélectionne les deux, objet, chemin et union. Voilà, ça crée un... Ça Ok, fusionne les parfait. deux objets. Puis là, ils sont plus Merci. séparables après, une fois que c'est fait. Donc c'est la différence entre grouper et union, en fait. Souvent, grouper, c'est plus pour faciliter la sélection. Quand vous avez un ensemble d'objets, vous n'avez plus forcément envie de modifier individuellement. Vous les groupez, puis ça permet de les sélectionner facilement.
Alors que là on a vraiment plus qu'un seul objet. Donc là on peut plus le séparer une fois que c'est fusionné. J'ai vu une main levée, ouais, Josiane. Oui, c'est encore moi. Tantôt, vous avez parlé que c'était possible de partir d'un fichier Excel puis de le modifier, mais c'est comment qu'on procède? Ouais, alors là, moi j'ai pas Excel sur mon ordinateur, je suis sur LibreOffice, mais j'ai regardé normalement, il y a une option dans Excel. En fait, si vous avez un graphe dans Excel, si vous cliquez, vous faites un clic droit sur le graphe, il devrait y avoir une option. J'ai D'enregistrer regardé. l'image, là? Ouais, je pense que c'est enregistrer l'image. Puis après, il doit permettre de sélectionner le format. Il doit y avoir le format SVG normalement. Puis à partir de l'application Inkscape, je peux ouvrir des formats SVG. Ouais. Et si c'est possible, je sais que tantôt, vous avez montré un dessin un dessin. Vous avez fait avec Inkscape, mais si vous avez d'autres exemples, j'aimerais ça les voir. De dessins que j'ai fait. Là, je pense que sur mon ordi, j'en ai pas tant que ça. C'est plus l'ordi que j'ai laissé au labo. Mais OK. après, bah, je peux revenir sur la présentation. Sinon, j'ai laissé des liens après. Là, sur les ressources. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin, je vous enverrai le diapositif après. Puis il y a la documentation officielle de Inkscape, où ils expliquent vraiment la fonction de tous les outils avec des exemples. Par contre, c'est en anglais, elle n'existe pas en français, la documentation. Il y a le forum d'Inkscape, qui est très utile aussi, où les gens qui ont des problèmes, ils vont poser des questions. Puis là, il y a une section en français aussi, mais ça reste quand même majoritairement anglais. Puis là, il y a différents liens vers des tutoriels. Et notamment, si je clique là, il y a plein d'exemples. En fait, si vous allez dans, je pense c'est Community Gallery, là, vous allez voir des exemples d'images qui ont été faites avec Inkscape. Est-ce qu'on peut utiliser ces images-là puis les modifier ou c'est vraiment... Alors, ça dépend. Par exemple, quand il y a le petit... ça dépend des images. Là, si j'ouvre celle-là, elle est modifiable, on peut la télécharger. Donc là, vous allez aller dessus. Et là, vous pouvez download avec la flèche du bas. Là, vous pouvez l'enregistrer, l'ouvrir avec Inkscape et la modifier. Ça permet de voir comment ça a été créé. C'est assez utile aussi. Ouais. Je conseille, si vous pouvez télécharger des fichiers déjà faits pour voir comment ils ont été créés, puis les modifier. Ça va pas mal aider aussi. Donc, il y a tous les liens sur le diapo que j'enverrai. OK. Et ma dernière question, c'est quand on a terminé de faire notre image et tout ça, puis mettons qu'on doit l'intégrer à un autre fichier, dans le Ouais, fond, ah oui. ça fait un format quel... Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai que je l'avais pas mis dans mes notes, mais c'est vrai que c'est utile. Donc, par exemple, si là, il y a notamment si vous voulez le mettre sur un diapositif ou ouais, bah, on va prendre l'exemple du diapo, peu importe. Mais par exemple, je suis pas sûr que PowerPoint il puisse gérer les fichiers SVG. Donc, en fait, on peut l'exporter en .png, qui est un fichier image matriciel. Du coup, là, ça va convertir en matriciel. Donc là, c'est dans Fichier, Exporter. Pas importer, pardon, Exporter. Là, il y a un petit onglet qui s'ouvre ici. Puis là, vous allez pouvoir soit exporter tout le document, soit juste la sélection. Là, par exemple, si je sélectionne cet objet, vous voyez ici, il vous fait un aperçu de ce qu'il va exporter. Puis là, vous pouvez modifier la résolution de votre image. Là, par exemple, si vous voulez que ce soit à 300 ppp, c'est pas mal. Donc c'est le nombre de pixels par pouce. Donc si vous voulez une image à haute résolution, vous pouvez modifier. Puis là, vous allez cliquer sur exporter. Donc là, vous avez le choix entre différents formats. Moi, en général, j'utilise PNG, c'est un peu le mieux. Il permet de garder la transparence. Puis là, vous cliquez sur exporter, puis ça va l'exporter. Ici, c'est le chemin de... Si vous cliquez là, ça permet de sélectionner le dossier d'exportation, puis après, vous cliquez sur exporter. Là, ça permet d'exporter en SVG. Vous pouvez aussi enregistrer sous en .pdf. Donc, je ne vois pas l'écran entier. Ah voilà.
Donc là, vous pouvez modifier le format en bas à droite. Vous avez plein de formats d'enregistrement possibles. Et ici, vous avez le point PDF. Donc, par exemple, moi, j'utilise Inkscape pour mes posters. Et vous pouvez vous exporter en PDF. Et le PDF, lui, il garde le format vectoriel. Donc c'est assez pratique. Parce qu'après, quand vous allez imprimer, vous envoyez votre poster à imprimer, vous n'allez pas avoir une perte de résolution, ça ne va pas pixeliser. Ça, c'est le format PDF est aussi un format vectoriel. En tout cas, il garde il est capable de gérer les images vectorielles. Puis ouais, si jamais vous voulez faire un poster et que vous voulez modifier la taille du document, vous pouvez aller dans Fichier, Propriétés du document. Là, il y a une fenêtre qui apparaît, c'est apparu sur votre écran, je l'ai mis. Puis là, vous pouvez modifier votre format. Donc vous pouvez mettre, je sais pas si c'est un format en centimètres, vous pouvez mettre en format poster, je sais pas moi, 120 cm de large, 100 de hauteur. Puis là, ça va modifier la taille de votre document. Donc là, après, pour exporter en PDF, et ça permet d'avoir vraiment la dimension parfaite pour votre poster. Et ça, vous pouvez vraiment le modifier quand vous voulez. Vous avez probablement remarqué que vous pouvez même dessiner hors du canevas, ça change pas grand chose. Donc vraiment, ça, c'est vraiment juste pour exporter après. Donc ça, vous pouvez vraiment le modifier quand vous voulez. Et voilà, oui, donc je crois que c'est tout pour l'export. Vous pouvez exporter un seul objet en PNG, JPEG, toute la page, là, si vous faites document. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Flora, tu vas pouvoir poser ta question aussi si tu veux. Ah oui. C'est pas une question, c'était juste pour dire qu'on peut importer des fichiers SVG dans PowerPoint. Je pense qu'il est converti après en tout cas, chez qu'avant, il avait un peu du mal. Après, moi, j'utilise plus depuis longtemps PowerPoint. Et si vous utilisez LibreOffice, lui, il importe en SVG normalement. Donc, ouais, donc pour les ressources, moi je vous conseille, si ça vous intéresse vraiment, d'aller voir les tutoriels. Même sur YouTube, vous cherchez Inkscape tutoriel, vous allez trouver plein de trucs qui seront. Il y a vraiment des fonctions très poussées que j'ai bien évidemment pas le temps d'expliquer. Mais si vous pouvez vraiment tout faire avec ce logiciel, c'est très puissant. Et Florian, est-ce que un peu comme sur PowerPoint, on peut faire des traits aussi libres Ouais. qui peut être ensuite harmonisé par le logiciel? Ouais, donc ça on peut faire ça. Moi je m'en sers pas souvent perso, je vais pas trop montrer, mais ouais, ici, après vous pouvez tester chaque outil, hein. Je vais pas tout montrer, mais là vous pouvez faire si vous voulez faire un tracé à main levée, voilà. Puis là ça va un peu lisser. Puis en fait vous pouvez jouer avec le lissage ici. Donc plus vous lissez, plus ça va faire des courbes. Si je mets un lissage à 100 et que je redessine un trait un peu n'importe comment, voilà, ça me le lisse beaucoup trop d'ailleurs. Voilà. Il faut jouer avec le lissage, mais personnellement, je n'utilise pas trop de traits à main levée, parce que c'est assez moche. Mais oui, vous pouvez faire des traits. Si vous voulez faire des traits simples, moi, ce que j'utilise, c'est cet outil-là, tracer des courbes de Bézier. Donc, vous cliquez une fois, en fait, ça vous fait un point, puis vous pouvez faire une ligne. Puis en appuyant sur CTRL, ça contraint, en fait, si vous voulez faire un trait parfaitement horizontal. Et en fait, vous pouvez faire plusieurs points. Si je fais un point, un deuxième, un troisième. Voilà, et en fait pour terminer votre ligne, il faut double-cliquer sur le dernier point. Voilà. Puis après là, vous pouvez toujours, en utilisant l'édition de nœuds, vous pouvez modifier votre trait. Vous pouvez rajouter des nœuds ici pour les courber. Puis si vous voulez faire juste un trait, pareil, l'outil plume là. Juste vous faites 2 points. Donc CTRL pour garder la forme horizontale, double-clic, là ça vous fait un trait. Puis là vous pouvez toujours après toujours dans fond et contour, vous pouvez agrandir l'épaisseur du trait, changer la couleur, etc. Vous pouvez même, là j'ai pas montré, mais si vous voulez faire des flèches, vous pouvez mettre un marqueur là. Donc si vous cliquez, par exemple, si vous voulez mettre une flèche à la fin, vous avez différentes formes possibles en cliquant ici. Vous ouvrez ce menu, puis là, voilà, ça fait une flèche.
Donc, si vous voulez faire pour des schémas, c'est assez pratique. Voilà. Et on peut aussi importer n'importe quelle image parce que tu parlais de... Ouais, tu peux importer des images matricielles, par exemple. Enfin, moi, j'importe mes images de gel dedans et je fais ma légende autour. Ok, parfait. Et ouais, vous pouvez importer tout type d'image, normalement. Vous pouvez même ouvrir un truc qui est pas mal à faire aussi, c'est en fait les illustrations d'articles scientifiques en PDF. Vous pouvez les importer et modifier l'illustration si vous voulez piquer des illustrations. Bon, après, il faut faire attention aux droits d'auteur, tout ça, mais ça peut être utile pour dépanner. Est-ce que nous avons d'autres questions de la part des personnes qui nous suivent? C'est le moment, avant la fin de la formation. Mais je pense que tu étais très clair, Florian. Ok, Merci. juste pour faire un petit peu de publicité. Donc, si jamais vous êtes intéressé par d'autres logiciels libres, donc c'est que des logiciels gratuits. Donc pour ceux qui connaissent, il y a GIMP, donc il y a un logiciel d'édition de photos, donc plus à la Photoshop. Donc là, c'est de l'édition d'images matricielles. Donc, ça fait à peu près tout comme Photoshop, sauf que c'est gratuit. Après, il y a Krita qui est lui un dessin c'est plus pour du digital painting. Donc si vous aimez dessiner, Krita c'est très puissant aussi, puis c'est gratuit. Puis enfin, pour la modélisation 3D, il y a le logiciel Blender. Donc ça, c'est un peu les 3 gros outils d'illustration 3D dans la communauté du logiciel libre. Donc c'est vraiment des très bonnes alternatives à des solutions propriétaires. Voilà, donc c'était la petite pub pour les logiciels libres. Ça sera tout. Merci beaucoup. C'est toujours pratique d'avoir accès à ces logiciels gratuits-là. Donc, merci à toi pour le partage. Si des personnes ont des questions un peu plus personnelles ou un peu plus au cas par cas, est-ce que tu acceptes qu'on partage toutes tes coordonnées Ouais, vous pouvez envoyer un mail, pas de problème. Et si tu nous partages ta présentation, sache qu'on va nous pouvoir envoyer ça à toutes les personnes qui se sont inscrites à la formation, en Ouais. plus du lien vers la chaîne YouTube là, du CAMI pour pouvoir la revisionner en fait cette formation-là. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on remercie tout le monde et puis on vous souhaite à tous une bonne journée. Bonne journée. Ouais. Bien. Salut, merci d'avoir participé. Au revoir. Bye.